Quand on se lance dans un projet d'autoconsommation dont le but est de produire une partie de sa consommation électrique, outre l'aspect économique, on pense avoir un impact positif sur l'environnement. Actuellement, la majorité des installations en autoconsommation utilisent du solaire photovoltaïque pour produire cette électricité. Alors que certains en parlent comme une énergie verte, d'autres parlent de la face cachée de cette énergie photovoltaïque. Alors qu'en est-il réellement? Autoconsommer avec des panneaux photovoltaïques, est-ce vraiment écologique? Aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne le sujet dans sa globalité pour voir en quoi autoconsommer avec du photovoltaïque permet de mettre en place un modèle énergétique vertueux. Quand on cherche à analyser l'impact environnemental d'un produit, que ce soit celui d'une voiture électrique ou d'un ananas, on utilise souvent l'indicateur du carbone. Avec cet indicateur, on cherche à évaluer la quantité de gaz à effet de serre induite directement ou indirectement par cet objet. Plus il y a de gaz à effet de serre dans l'environnement, plus cela accentue le phénomène de réchauffement climatique avec toutes les conséquences qu'on lui connaît. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la montée des eaux et la liste est bien longue. Qu'on se le dise tout de suite, les panneaux photovoltaïques génèrent des gaz à effet de serre. Un des composants en particulier est souvent pointé du doigt. Il s'agit des semi-conducteurs qui sont à la base de la cellule photovoltaïque et permettent la conversion du rayon lumineux en électricité. Ils sont utilisés dans beaucoup d'appareils que nous utilisons quotidiennement, par exemple notre machine à laver, notre ordinateur ou encore notre smartphone. Mais alors qu'est-ce qu'on leur reproche à ces semi-conducteurs? En fait, il y a plus de 90% des panneaux photovoltaïques utilisés dans le monde qui utilisent du silicium. Le silicium, pour être utilisé dans ces semi-conducteurs, sont raffinés et c'est un processus qui est très énergivore. D'autant plus que la majorité des fabricants de silicium sont situés en Asie et vont utiliser souvent de l'énergie fossile pour les produire. Donc c'est un processus qui est très générateur de gaz à effet de serre. Cela dit, aucune méthode de production d'énergie est neutre en carbone. Bah si, bah non, bah si, l'huile de coude. Ah oui bon, peut-être. Même l'énergie nucléaire qu'on qualifie souvent de décarbonée entraîne des gaz à effet de serre, lors de l'extraction et de l'enrichissement de l'uranium ou encore lors de la fabrication de la cuve du réacteur nucléaire. Si on part du principe que toute production d'énergie génère des gaz à effet de serre, le but va alors être de minimiser le contenu carbone d'un kilowattheure produit. Ça veut dire tout d'abord mesurer la quantité de gaz à effet de serre induite par les activités nécessaires pour la production d'un kilowattheure. Pour un panneau photovoltaïque, par exemple, on va prendre en compte toutes les activités nécessaires à la fabrication d'un kilowattheure. On va commencer depuis l'extraction du silicium jusqu'à l'acheminement du module jusqu'en France, en passant par les procédés de fabrication du verre ou encore du cadre autour du panneau solaire. De cette façon, on obtient le bilan carbone total d'un panneau solaire. Si on prend le panneau solaire utilisé dans le kit Équateur, on a un bilan carbone total de 214 kg équivalent CO2. Pour obtenir ensuite le contenu carbone d'un kilowattheure, on a besoin de comprendre combien de kilowattheures vont être produits sur la durée de vie du moyen de production. Si on prend encore le panneau solaire du kit Équateur, qu'on le pose dans le nord de la France, étant donné qu'il fait 330 watts crête, on va avoir un total de 8500 kWh sur les 25 ans. On divise ensuite le bilan carbone total par le nombre de kilowattheures qui vont être produits et on obtient alors 40 grammes de CO2 en moyenne par kilowattheure produit avec ce système photovoltaïque. Si on récapitule, le contenu carbone d'un kilowattheure dépend de plusieurs variables. En premier lieu, il va dépendre des sources d'énergie utilisées pour la fabrication du panneau solaire. Dans le cas de notre kit Équateur, le panneau solaire est fabriqué dans une usine qui est elle-même recouverte de panneaux solaires. Ce sont donc les panneaux solaires de l'usine qui permettent de produire les nouveaux panneaux solaires. Un cercle vertueux en somme. Ensuite, plus le lieu de fabrication est proche du consommateur final, plus l'impact du transport va être réduit. Notre panneau solaire est fabriqué en Slovénie. On va donc pouvoir utiliser le transport terrestre, ce qui réduit son impact par rapport au transport maritime. Enfin, plus le rendement surfacique d'un panneau est élevé, plus le contenu carbone d'un kilowattheure est réduit. Puisque pour la même surface de panneau, on va produire plus de kilowattheures et donc on va répartir le bilan carbone du panneau sur plus d'unités. Ce qui est important ensuite, c'est de comparer ce bilan carbone avec les autres alternatives pour produire de l'électricité. En moyenne, 1 kWh consommé sur le réseau français a un contenu carbone de 74 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous consommez de l'électricité qui vient de votre kit solaire, vous réduisez par 2 l'impact carbone de votre consommation d'électricité. En comparaison, 1 kWh produit avec une centrale à charbon, ça représente 820 grammes équivalent CO2. Pour une centrale nucléaire, c'est 12 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure.
Oui, mais voilà, le bilan carbone n'est pas suffisant pour prendre en compte tout l'impact environnemental d'un moyen de production. Il faut prendre en compte aussi sa durabilité et les pollutions que ce moyen de production peut générer. Ce qui m'amène à notre deuxième point, on va parler durabilité. Bon, le principe est assez simple. Plus un produit est conçu pour durer longtemps, plus son impact sur l'environnement va être faible. Par exemple, si vous achetez un vêtement ou votre smartphone et que vous l'utilisez 10 ans au lieu de 2 ans, son impact va être réduit d'autant. À ce niveau, le kit solaire est champion en termes de durabilité, puisque sa durée de vie est estimée à plus de 25 ans. En comparaison, notre machine à laver va durer en moyenne 7 ans. Ces derniers temps, avec le recul, on s'est même rendu compte que des panneaux solaires produisaient encore plus de 60% de leur puissance initiale au bout de 40 ans. Ce qui veut donc dire que la durée de vie est bien supérieure à 25 ans. Et ce n'est pas tout, puisque cette durée de vie est appuyée par des garanties. Quand vous achetez votre machine à laver, même si elle dure en moyenne 7 ans, vous savez qu'elle est garantie 2 ans, mais qu'elle va durer plus longtemps. Un panneau, c'est garanti 2 fois. Vous allez avoir une première garantie au niveau du matériel qui vous assure que s'il y a le moindre dysfonctionnement sur le panneau pendant les 20 premières années, le panneau va être remplacé ou remboursé. Et un panneau est garanti une deuxième fois sur la puissance. Concrètement, au bout du premier jour de la 25e année, si vous produisez moins de 85% de ce que vous produisez au premier jour, le panneau est simplement remplacé. Et après, il se passe quoi? Concrètement, un panneau solaire ne meurt jamais. Simplement, il va moins produire avec le temps. Le jour où vous souhaitez remplacer vos panneaux solaires par des nouveaux plus puissants, vous pouvez donner à vos panneaux solaires une seconde vie. Un panneau solaire a un taux de recyclage exceptionnel. Vous allez pouvoir recycler jusqu'à 94,7% du panneau solaire. Pour comparaison, c'est seulement 70% qui va pouvoir être recyclé dans une machine à laver. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous allez simplement déposer votre panneau solaire dans le point de collecte le plus proche de chez vous. Cette entreprise va ensuite déposer tous ces panneaux solaires dans l'usine de PVcycle qui va être chargée de broyer, séparer et revaloriser l'ensemble des composants. Ils vont trouver une seconde vie dans le secteur du verre ou des composants électroniques. Vous pouvez même retrouver l'aluminium qui sert dans le cadre de votre panneau solaire dans votre prochaine canette de soda. Oui, peut-être, mais au final, ça nécessite des terres rares pour les fabriquer, donc c'est pas trop dur à ton truc. Alors le composant, à la base, c'est du sable. Le même que celui qui recouvre nos plages. C'est le second élément le plus abondant sur la croûte terrestre. Concrètement, c'est ce sable qu'on raffine ensuite pour faire du silicium de haute qualité et qu'on utilise ensuite pour créer ces plaques de semi-conducteurs. C'est vrai que le silicium a régulièrement été classé par la Commission européenne comme une matière première critique. Ça s'explique en fait puisque c'est un composant qui est très utilisé dans nos industries alors qu'on en produit très peu. Les principaux producteurs de silicium sont situés en Chine et produisent plus de 71% des besoins mondiaux. La France fait aussi partie des principaux producteurs au niveau mondial, mais en comparaison de l'importance du marché, on ne produit simplement que 3% des besoins mondiaux. Bref, les panneaux solaires n'utilisent pas du tout de terres rares, c'est juste que ce serait bien qu'on développe nos capacités de production en France et en Europe pour alimenter notre marché en forte croissance et éviter des risques de pénurie qui se font de plus en plus menaçants. D'autant plus que c'est cohérent avec l'objectif de construire des réseaux décentralisés qui promeuvent la sobriété énergétique. Et ça nous amène à notre troisième point, les panneaux solaires sont un support idéal pour amorcer la décentralisation énergétique. C'est quoi un réseau décentralisé? Concrètement, on reproduit ce que font les abeilles avec leurs essaims au niveau de l'énergie. On va créer plein de noyaux durs partout, tout en France, et les relier de telle sorte que si un noyau a besoin de l'aide d'un autre, ils vont pouvoir s'entraider. C'est ce qui se passe d'ailleurs exactement au niveau européen, puisque tous les grands gestionnaires nationaux communiquent de telle sorte que si un pays a besoin de plus d'énergie, un autre pays pourra lui fournir. Dans un modèle centralisé comme le nôtre, on a une pyramide de responsabilité. Concrètement, on a quelques producteurs en France qui produisent la majorité de notre production électrique. Cette production est ensuite acheminée par RTE depuis les transformateurs haute tension jusqu'aux lignes moyenne tension. Et c'est ensuite Enedis qui prend le relais pour l'acheminer jusqu'à votre compteur d'électricité. Cette longue chaîne d'approvisionnement est sous-optimisée pour le consommateur final. Déjà parce qu'on va avoir des pertes physiques entre le lieu de production et le lieu de consommation de l'ordre d'environ 10%. Ensuite, au niveau économique, seul un tiers du kilowattheure revient au producteur. Tout le reste, il s'agit de la distribution et des taxes. Tout comme dans les circuits courts alimentaires, plus on réduit le nombre d'intermédiaires, plus on réduit le gaspillage. Grâce au système d'autoconsommation, le consommateur est aussi producteur d'une partie de son énergie. Concrètement, les kilowattheures que vous produisez avec votre kit solaire vont directement de votre kit à vos appareils électriques
en passant par votre circuit privé. Étant donné qu'ils ne passent pas par votre compteur d'électricité, ils ne sont pas comptabilisés par Enedis. L'avantage, c'est que c'est vertueux pour tout le monde, puisque la production va être définie par rapport aux besoins locaux. Donc plutôt que de produire et voir qui va le consommer, on va plutôt dimensionner notre système d'autoconsommation de sorte de couvrir nos besoins énergétiques la majorité du temps. Ensuite, quand on consomme en circuit court, on évite le gaspillage dans les réseaux. 10% de demande d'énergie en moins, c'est 10% qu'on n'a plus besoin de produire. C'est donc un grand pas vers la sobriété énergétique. L'autoconsommation, c'est aussi un excellent moyen de développer les énergies renouvelables. Il est forcément plus facile de récolter les rayons du soleil dans son jardin ou l'énergie de la rivière près de chez soi que d'alimenter sa mini-centrale nucléaire en uranium dans son jardin. Grâce à l'autoconsommation, on est beaucoup plus conscient de ce qu'on consomme et quand on la consomme, ce qui favorise des comportements de sobriété énergétique. On apprend également à utiliser les ressources que nous met à disposition la nature sans l'endommager. Quand on capte les rayons du soleil, on utilise cette énergie disponible pour réaliser nos différentes activités sans endommager la planète. Si vous voulez rejoindre le mouvement et participer à la transition énergétique, vous pouvez découvrir le kit solaire à brancher dans la description de la vidéo. Il vous permet en 15 minutes de produire votre électricité au rythme de la nature. Maintenant que vous savez que les panneaux photovoltaïques permettent de créer des systèmes énergétiques résilients, durables et à faible impact carbone, vous pouvez aussi découvrir que c'est bon pour votre portefeuille. On vous a d'ailleurs préparé une vidéo pour vous montrer comment réduire cette consommation électrique à zéro sans travaux. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres vidéos sur les énergies renouvelables, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne.